Un grand bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Tech & Co pour l'événement de cette fin d'année. Vous le savez, on va maintenant et durant plusieurs semaines essayer de vous donner un maximum de conseils pour que vous puissiez choisir vos produits high-tech. C'est vrai que là, Noël arrive, le Black Friday bientôt. Comment choisir? Eh bien, sa console de jeu, ses écouteurs, son smartphone, sa télé. Tout au long des semaines qui viennent, on va vous donner donc un maximum de conseils avec bien sûr nos invités et la rédaction de Tech & Co. Et pour ce premier tour de la question, on va s'intéresser à un objet qui fait partie de notre quotidien, qui est forcément dans votre poche. Il s'agit du smartphone. Bienvenue dans ce premier tour de la question pour vous aider à choisir votre smartphone. Avec sur ce plateau Raphaël Grabli qui est là. Salut Raphaël. Salut François. Le maître de la rédaction de Tech & Co pour nous aider à choisir eh bien, dans le monde un peu, on va dire, compliqué du smartphone. Oui, hein. mouvant. C'est mouvant, Ouais. c'est ça, avec beaucoup d'innovation. Comment choisir, avec pléthore de marques aussi, hein. Ouais. C'est assez compliqué. Nous avons aussi avec nous sur le plateau de ce tour de la question Guillaume Berlemont qui nous a rejoint. Bonjour Guillaume. Bonjour François. Ravi de vous retrouver. Vous êtes le directeur marketing chez Xiaomi France et Séraphin Bête est là en renfort aussi. Salut Séraphin. Salut François, bonjour à tous. Attention, indulgence, c'est la première télé pour Séraphin. Voilà, Et je ça va pense bien se qu'il passer. ça va bien se passer, je Mais pense. bien sûr, Je suis bien Séraphin entouré en Bête, tout cas. journaliste aussi à la rédaction de Tech & Co, passionné de nouvelles technologies. Et tu as suivi pour nous, évidemment, le marché du smartphone. Avant de donner la parole à Guillaume et de nous intéresser aux nouveautés chez Xiaomi, qui sont nombreuses aussi, hein, c'est une marque très dynamique. Raphaël, un point sur cette année 2023 dans le monde du smartphone. C'est vrai qu'on a nos rendez-vous habituels avec le nouvel iPhone, Google qui vient d'annoncer ses pixels. Est-ce que c'est un bon cru cette année 2023 dans le monde du smartphone, Raphaël ? Alors, c'est un cru, j'ai envie de dire, dans la continuité. C'est-à-dire que ce qui devait s'améliorer s'améliore, avec des améliorations en photo, en puissance. On arrive, je pense, à une époque où la puissance maximale n'est plus forcément... un paramètre de choix, un critère de choix important. Exactement. Il y a la question de l'autonomie qui est très importante. Il y a évidemment l'arrivée de l'intelligence artificielle sur des outils qu'on utilise depuis longtemps. Je pense aux assistants vocaux notamment, qui ne sont pas toujours très très bons Ouais. et qu'on espère voir Pas très s'améliorer. intelligent. Pas très intelligent. Par contre, ce qui est très intelligent, c'est la photo. Avec l'IA qui montre depuis quelques années que maintenant, en fait, la photo, c'est de l'IA. Et là, je trouve que c'est l'année où l'IA va prendre le dessus sur la photo. Je pense notamment à des fonctions chez Google où on change carrément les photos. C'est-à-dire qu'on passe pour moi, on passe un peu une étape. Et puis, si on dézoome un peu sur l'ensemble du marché, c'est assez étonnant, je trouve, parce qu'on se retrouve dans une situation d'il y a, pas 10 ans, mais enfin, il y a un petit moment. C'est-à-dire, on est dans une situation où Oppo a quitté le marché en France, où finalement on se retrouve avec du Samsung versus Apple, comme il y a quelques années, et donc avec une sorte de duopole, mais avec aussi forcément, je trouve, des opportunités. Alors on va en parler évidemment avec Xiaomi, mais évidemment, je pense à Google qui est là face à Apple avec un smartphone où il gère le hardware, le software. Donc une offre qui est en train d'évoluer, pour ça que je disais mouvant tout à l'heure. Donc à la fois avec une sorte de flashback du début des années 2010 et à la fois quand même avec des promesses assez sympas. Ouais. Alors on va parler du pliant aussi parce que Et le pliant sur lequel... petit à petit, voilà, on voit que Samsung investit énormément d'argent. Il y a aussi des constructeurs chinois qui sortent leurs pliants. Hein. Est-ce que c'est un marché qui décolle? Peut-être poser la question à Séraphin parce que tu as enquêté là-dessus. Au-delà du pliant, bien sûr, on est dans un monde du marché du smartphone qui est un peu on va dire en saturation. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est tous équipés et on voit que, tu le disais, la puissance n'est plus quelque chose de très important. On peut garder un smartphone 2 ans, 3 ans, 4 ans sans trop se rendre compte en fait qu'il est obsolète. Voilà, un contexte aussi où le marché du smartphone commence un petit peu à se tasser, hein, Séraphin. Exactement, et c'est aussi maintenant les mises à jour. On pense aux smartphones qui peuvent durer 4-5 ans, donc on sait qu'on n'a pas de problème là-dessus. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, le smartphone continue d'augmenter en termes de vente. On a atteint entre guillemets un palier et ça s'inverse un petit peu. Et pour ce qui est du pliant, j'ai revu quelques chiffres. C'est environ 2,2 millions d'unités qui ont été vendues au second trimestre 2023. Donc sur environ 160 millions de smartphones, ça représente vraiment un chiffre assez faible sur la quantité de téléphones vendus.
mais on sait qu'il y a environ une augmentation de 16% par rapport au premier trimestre. Donc ça continue d'augmenter, d'intéresser les gens, même si on sait que ça reste un produit assez cher, mais qui depuis 4-5 ans se démocratise et qui tout doucement arrive à des produits, on va dire, encore un peu chers, mais plus abordables que tout début. Raphaël? Je crois qu'on arrive à un moment aussi, on se rend compte que, le pliant, pliable, je sais pas comment on dit, il y a plusieurs écoles, est une innovation majeure et trouve un marché aussi. 2, par contre, ne remplacera pas le smartphone classique, parce que comme tu dis, c'est 16% d'augmentation, sauf que si on voulait qu'un smartphone pliant, que le pliant s'impose comme ça, il faudrait que ce soit beaucoup plus. En fait, il faudrait avoir une courbe exponentielle. Donc le problème, c'est que ça reste quand même, je trouve, un marché de niche. Et moi, j'ai du mal à imaginer que ça puisse demain remplacer le smartphone, et j'ai du mal à comprendre un petit peu où ça va aller. Alors, est-ce que ça va rester une sorte de micro-marché comme ça, très très cher, ou est-ce que demain, les prix vont faire que ça pourra dépasser le smartphone entre guillemets classique? Moi, j'en suis de moins en moins convaincu. Même si les produits sont de qualité, je vois que la tendance, en fait, je veux dire, enfin, on voit de mon part, tu le disais, Séraphin, c'est 2 millions sur combien? 100 et quelques 160 millions d'unités environ. 160 millions. Donc c'est quand même pas grand-chose. Je veux dire, si on voulait espérer que ça ait une part de marché significative, il faudrait qu'on ait une vraie croissance exponentielle. Après, c'est peut-être un long marathon, hein. C'est une technologie relativement naissante. Mais je pense on voit qu'il y a eu place. pas mal de problèmes au début. Ouais. Est-ce que la technologie, est mature aujourd'hui? Et puis, tu sais, c'est comme toujours, est-ce que Apple un jour va dégainer son pliant? Et peut-être que là, à ce moment-là, le marché changera de visage. Parce tu remarqueras quand même qu'on n'a pas le début d'une rumeur sur le pliant d'Apple. On a sur des iPads potentiellement, mais sur un iPhone pliant, on n'a pas le début d'une rumeur. Et donc c'est vrai que moi je me pose la question et je ne suis pas sûr du tout qu'Apple y aille un jour. Après, j'ai discuté avec des personnes qui sont bien au courant de ce marché et qui disaient que Apple pourrait avoir un smartphone pliant dans sa valise, dans ses tiroirs. C'est sûr. J'imagine qu'ils étudient le J'imagine qu'ils étudient le truc. Bon, on verra, mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Mais en tout cas, tu vois, c'est un marché qui n'a pas disparu, c'est vrai, ça n'a pas été un feu de paille et finalement un fiasco. Qui est soutenu par Samsung, il faut le dire. Par Samsung. Samsung investit énormément avec une régularité dans les sorties. Tous les ans, il y a 2 smartphones nouveaux. Qui n'est pas celui qu'on pensait au début, c'est-à-dire que quand le premier pliant est sorti, c'était le Fold qui était fait pour se déployer et finalement faire d'un smartphone une tablette. Or, il se trouve que les usages, il suffit de regarder les ventes de Samsung, en fait, c'est le Flip. Donc, qui coûte moins cher aussi. Qui coûte moins cher, mais qui permet aussi de se fermer comme un téléphone à clapet et d'être plus petit. Et donc, finalement, l'intérêt du pliant est venu aussi d'un élément qu'on n'attendait pas forcément, c'est-à-dire le besoin de compacité d'un smartphone. Et pas forcément le fait de le transformer en tablette. Donc, je pense que oui, il y a un marché. Oui, c'est des produits qui sont très intéressants, mais pas du tout le futur du smartphone tel qu'on aurait pu le penser, à mon avis. Alors, on est dans un contexte aussi aujourd'hui où le pouvoir d'achat est en berne. On n'a pas forcément envie de mettre 500, 1000 euros, 1500 euros dans un smartphone tous les ans. À quel moment, Raphaël, à ton avis, faut-il se poser la question de changer son smartphone? Voilà. Est-ce que c'est tous les 2 ans, tous les 3 ans? Est-ce que les usages qu'on en a, c'est un paramètre important aussi? Parce que c'est vrai que j'imagine tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, ils se posent la question, est-ce que je dois craquer pour le prochain iPhone? Est-ce que je dois me tourner vers Xiaomi pour leur nouveau modèle? À quel moment dois-je me dire, tiens, il faut que je change? Ça dépend de ses critères, comme tu dis. Ça dépend donc de ses attentes. Et puis du caractère, j'ai envie de dire, plus ou moins technique du problème. C'est-à-dire que, évidemment, si son smartphone, il a plus de batterie et qu'il se décharge en 3 minutes, c'est peut-être pas une raison suffisante pour le changer. Il faut peut-être d'abord s'intéresser au changement de batterie. Si par contre, le problème de son téléphone, c'est, évidemment, s'il n'y a plus de mise à jour qu'il est obsolète, là, ça commence à être compliqué. Si on se retrouve aussi dans une situation où, par exemple, les photos sont très en retard. On n'est plus satisfait de la qualité de l'appareil photo. Mais ça fait quand même quelques années que la qualité photo est quand même plutôt pas mal. Donc on parle quand même, à mon avis, de smartphones qui ont plus de 5 ans, à mon avis. Là, oui, ça peut valoir le coup. Après, dans l'idéal, tout en pensant à l'usage qu'on peut avoir de son smartphone, soit il ne fonctionne plus, là, on le rend, enfin, on le donne à un organisme spécialisé. Après, c'est des smartphones qui vont aussi avoir une deuxième vie. Mais je crois que ça dépend, en fait, du critère technique. Est-ce que c'est un critère technique ou pas? Est-ce que c'est un problème de batterie? On peut peut-être changer la batterie. Est-ce que c'est un problème d'affichage, etc.?
voilà, il y a le côté réparation qui est intéressant. Après, si c'est un critère de photo ou de mise à jour logicielle, là, c'est clair qu'on va pouvoir se poser la question. Et encore une fois, en se demandant quelles sont ses attentes. Oui. Parce qu'aujourd'hui, entre un bon smartphone à 400 € et un bon smartphone à 1000 €, la différence dans l'expérience du quotidien, elle est assez minime finalement, alors, non? Elle sera minime selon ses attentes. Ouais. Si on attend des photos excellentes en basse lumière en exploitant le mode RAW, c'est-à-dire en retouchant vachement ses photos, etc., la différence sera importante. Par contre, si on a un usage assez classique et on veut juste faire des jolies photos, si derrière c'est pour mettre un gros filtre Instagram ou faire un live TikTok, non, c'est clair qu'un smartphone à 400 € pourra être tout à fait aussi bon. Donc, et puis il y a un choix aussi sur le milieu de gamme qui est extrêmement intéressant. Soit on va en parler, j'imagine, avec Guillaume, avec un peu les outsiders, si je peux me permettre. Xiaomi, je pense, encore un outsider, même si ça fait un moment que vous êtes en France. Mais d'ailleurs, je place Xiaomi en outsider, mais je place aussi Google en outsider. Hein. Google, pour moi, est un outsider du smartphone. Même si Google est une marque monumentale dans le numérique, ça reste un outsider. Soit on va dans le milieu de gamme plus classique, un iPhone d'ancienne génération, un Samsung de milieu de gamme. Aujourd'hui, le leader du milieu de gamme, ça reste quand même Samsung, c'est vrai. Et puis, il y a le reconditionné aussi, qui est un marché qui est en train d'exploser et qui est une opportunité. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, il y a plein de gens autour de moi, des amis, de la famille, qui vont sur Back Market, achètent un iPhone qui va avoir peut-être un iPhone 11 ou un iPhone 12, qui va coûter beaucoup moins cher. Oui. Il y a des Samsung aussi, qui sont mis comme ça, qui sont reconditionnés. Ça peut être une opportunité. Oui, et encore une fois, ça dépend de ses attentes. Si c'est pour un usage classique, le reconditionner, c'est pas mal. Il faut simplement être en confiance aussi. Il y a des places de marché. Il faut aller chez ceux, j'ai envie de dire, qui sont les plus sérieux. Si ça peut être même de la vente en direct du reconditionné, j'ai envie de dire que c'est encore mieux. Dans les grandes enseignes, chez les fabricants, maintenant, ils font tous parce que Apple a le refurbished, par exemple, exactement. Alors, un petit peu plus cher. C'est plus cher, c'est vrai. Après, j'avoue que dans certains cas, moi, à titre personnel, j'avais besoin d'un téléphone d'appoint, mais il fallait, pour des raisons pratiques, que ce soit un iPhone. Voilà, pour des raisons de compatibilité, un iPhone d'appoint. Oui, parce que ton écosystème, sans doute. C'est un peu embêtant parce qu'un iPhone d'appoint, ça revient vite cher pour un téléphone d'appoint. Donc je me suis dit, où je peux aller au moins cher pour prendre un iPhone efficace, fonctionnel et pas trop cher. J'ai pris un iPhone SE 2020 en reconditionné, mais en très bon état, et ça m'a coûté, je crois, 350 €, donc c'est quand même acceptable. Voilà. Donc c'est vrai que le reconditionné, je trouve, mais ça peut être évidemment pas qu'en téléphone d'appoint, en téléphone principal, évidemment que si on oui, parce que là, tu as pris un iPhone SE, mais on peut trouver des 12 et des 13. Évidemment, non, mais c'est pour ça. Là, je donne le cas où vraiment, on va aller au moins cher, et là, le reconditionné est très intéressant, mais effectivement, même pour des téléphones bien plus pointus, en signalant quand même que sur le marché du reconditionné, et là, c'est lié aussi à la durabilité des iPhones, c'est qu'on a essentiellement du Apple, on a un peu de Samsung, mais sur le reconditionné, c'est quand même principalement de l'iPhone. Donc il faut aimer aussi l'iPhone. Séraphin, pour compléter sur ce sujet. Non, mais il a tout à fait raison. Le reconditionné, on le voit autour de nous. Rien que je pense à mes proches, à des parents qui cherchent un smartphone. Qu'est-ce qu'on peut choisir? Ils veulent pas trop mettre d'argent. Et on a des modèles maintenant qui se veulent plus abordables. On peut se permettre d'acheter un smartphone qui a encore des caractéristiques assez performantes de 2-3 ans pour un prix bien inférieur. Et quand on se renseigne bien sur comment est fait le reconditionné, on a des produits qui sont vraiment très bons avec des garanties d'1 an ou 2 ans. Oui, bien sûr. Et donc, voilà, il faut faire des recherches, mais on trouve vraiment des produits intéressants. Attention, si vous vous offrez un smartphone reconditionné, regardez bien, on va dire, l'espérance de vie de votre smartphone et l'espérance de vie des mises à jour que vous allez pouvoir avoir. Il ne faut pas prendre un smartphone qui est sorti il y a trop longtemps. C'est ça, parce qu'après, au bout d'un moment, vous serez bloqué. Voilà. On prend Apple, par exemple, qui est sans doute la marque qui protège le plus ses utilisateurs avec de longues mises à jour. Et maintenant, il y a Google aussi qui fait encore mieux 7 ans. Et Apple, c'est en gros, il n'y a pas de promesse chez Apple, mais en gros, c'est 6 ans. Mais je suis d'accord exactement, voilà. C'est important. Si on prend un iPhone reconditionné, il faut simplement avoir conscience que si on prend un iPhone sorti il y a 4 ans, potentiellement, on aura 2 ans de mise à jour. C'est ça. Donc, il ne faut pas en attendre. Alors, c'est pas pour autant que dans 2 ans, votre smartphone ne marchera plus. Non. Mais disons qu'il sera figé. Voilà, il entamera une longue descente vers l'obsolescence. Voilà, mais ce qui est important, c'est les mises à jour de sécurité. C'est ça, exactement. Qui, elles, durent plus longtemps encore, je crois. Les mises à jour de sécurité sur iOS. Ils en font encore régulièrement. Ils en font encore quelques-unes, mais enfin, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça non plus. Donc, et c'est important, la sécurité, quand même. Le smartphone, nos données, il faut sécuriser ça. Voilà, je vois Guillaume Berlemont se dandiner sur sa chaise depuis tout à l'heure parce que j'ai l'impression qu'il veut intervenir malgré tout. D'accord sur le contexte du marché, Guillaume, sur ce que Séraphin et Raphaël disaient? Oui,
discussion effectivement intéressante et avec des sujets qui sont au cœur du marché aujourd'hui, que ce soit le dynamisme des acteurs, la présence des uns, le départ d'autres, et puis le reconditionné effectivement qui est un vrai sujet d'avenir. Alors on va parler de Xiaomi dans un instant. Un mot sur la disparition d'Oppo, parce que c'est quand même assez étonnant. Hein. Je crois que ça s'est jamais vu. Hein. D'un coup comme ça, alors que c'était une marque qui resplendissait en fait, hein, qui n'avait pas de problème. Qui investissait beaucoup. Qui investissait beaucoup. Dans Roland Garros. En termes d'image, ils investissaient lourdement. Du foot, et des produits de très bonne qualité en plus. Hein. Des bons produits. D'un coup d'un seul, Oppo quitte le marché français. C'est étonnant. Et ça prouve aussi, tu le disais tout à l'heure, un marché mouvant, la fragilité aussi de certains intervenants qui, d'un coup d'un seul, comme ça, d'un claquement de doigts, disparaissent. Oui, et c'est vrai que je parlais d'un marché qui ressemble à ce qu'il était il y a 10 ans, parce qu'on avait du Apple et du Samsung. Et finalement, au bout d'un moment, on se disait ça va être peut-être plus un trio avec un acteur chinois qui va arriver. Puis on a eu Huawei qui est arrivé, et franchement, Huawei était au niveau quasiment de Samsung. Très costaud. Pour des raisons politiques, Huawei a disparu. On se disait, Oppo va prendre le relais, et puis ils sont partis. Donc finalement, l'acteur chinois qui doit rivaliser n'arrive pas, ou en tout cas les deux prétendants sont partis, pour des raisons très différentes. Après, il y en a d'autres, hein. Il y a Honor, il y a Xiaomi. Exactement, il y a Vivo, alors dont on n'entend pas beaucoup parler, je dois admettre. En Chine. Hein. Finalement, en France... je ne sais pas si Vivo est vivant. Mais bon, c'est un géant en Chine. Et donc finalement, c'est vrai qu'en France... Alors, du coup, maintenant, il y a un espace pour Google qui essaie de s'engouffrer dans la brèche. Bien sûr. Mais l'autre outsider, pour moi, effectivement, ça reste Xiaomi. Alors, Xiaomi, à qui s'adresse cette marque? Petite présentation, alors qu'on connaît bien ici, mais pour tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent et qui ne connaissent pas. Pour revenir sur ce que Raphaël disait tout à l'heure, en parlant du marché français de la téléphonie il y a 10 ans, et que là on se retrouve peut-être dans une situation peut-être un petit peu similaire, bizarrement, même si nous sommes 10 ans plus tard. Un rappel, c'est que Xiaomi, ça a à peine plus de 10 ans. C'est une entreprise ultra récente qui a été fondée en 2010 et qui est sur le marché français depuis 5 ans. Là où les principaux acteurs du marché sont là depuis des dizaines d'années implantés sur le marché. Donc ça, c'est une première particularité qu'il faut garder en tête parce que ça va aussi contribuer au dynamisme de l'entreprise, à son axe peut-être beaucoup plus jeune aussi, à son staff plus jeune, qui va donc faire les choses un petit peu différemment, et aussi une performance qui est remarquable, parce que oui, il y a eu des arrivées, des départs d'autres constructeurs, mais aujourd'hui, ça fait déjà 2 ans que Xiaomi est le 3e acteur du marché français, et avec une part des marchés qui est significative, solide, et donc qui prouve le 3e la durabilité depuis 2 ans déjà. D'accord. Vous voulez Apple, Samsung, on est autour de 20%. Autour de 20%. Donc c'est une position qui est solide. Et c'est vrai que tu évoquais d'autres marques tout à l'heure, mais en fait, depuis 2 ans, le véritable 3e acteur, c'est Xiaomi. C'est déjà Xiaomi. Mais après, là où on vous attend un peu, c'est aussi sur le haut de gamme. Parce que c'est vrai que cette part de marché, elle est essentiellement, peut-être que je me trompe, mais sur des smartphones à 300, 400 euros, j'imagine. Mais le plus de 1000 euros. Qui ont un excellent rapport qualité-prix d'ailleurs. Moi, je me souviens, ça fait des années que ça fait des années qu'on conseille les qu'à la rédaction, les meilleurs rapports qualité-prix. Si on a 200 ou 300 euros de budget pour un smartphone, souvent, ce sont les Xiaomi qui sortent du lot. Hein. Oui, mais par contre, pour mettre plus de 1000 euros, et c'est ce que tu disais d'ailleurs, il faut, quand on achète un smartphone plus de 1000 euros, il faut avoir sacrément confiance en la marque. Et Xiaomi est une marque jeune, qui a encore de la notoriété à bâtir en France. Est-ce que sur le smartphone à plus de 1000 euros, il y a une croissance? Est-ce que ça prend? Évidemment, on se doute que c'est encore petit, mais est-ce que ça prend? Alors, oui, ça prend. C'est un travail qui va se faire aussi dans la durée. C'est vrai que notre cœur de cible de départ, c'est vraiment les produits plutôt milieu de gamme, moins de 500 euros, avec un rapport qualité-prix inégalé. Et je dois dire que ça reste un des 2 enjeux forts de Xiaomi pour les mois et les années à venir, c'est de conserver ce rapport qualité-prix inégalé sur le milieu de gamme, mais aussi sur le haut de gamme, tout en portant justement nos innovations, que ce soit de la charge ultra rapide, des partenariats technologiques avec Leica autour de la photo, puisque ça reste la photo qui tire le marché du smartphone vers le haut, vous l'avez récupéré chez Huawei, ça, Leica?
C'est vrai que c'est un partenariat qu'ils avaient aussi, on ne va pas s'en cacher, mais en même temps, quel partenariat? Enfin, cela dit, voilà, c'est plutôt classe. Ah, c'est une belle histoire. Et quand on voit la progression qu'a fait Huawei dans le monde de la photo, on vous souhaite aussi cette progression avec Leica. Bah, ça part plutôt bien. Alors, justement, quels sont les assets, on va dire les killer apps de Xiaomi? Parce que c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de Honor, il y a Google, tout le monde est positionné aujourd'hui sur la photo. Comment vous distinguez dans cette jungle en fait de concurrence où finalement vous êtes tous sur Android, finalement un smartphone, ben voilà, c'est à peu près le même form factor. Quel est l'ADN en fait de Xiaomi? L'ADN, c'est l'innovation. Ça ne fait pas de doute. Ensuite, on va porter cette innovation aussi bien sur des produits plutôt milieu de gamme, donc nos gammes Redmi Note, donc là qui est vraiment le cœur, l'origine de Xiaomi, ce qu'on pouvait appeler par le passé des flagship killers, qui rassemblent toutes les innos, la puissance qu'on pouvait retrouver dans un smartphone concurrent plus cher. Aujourd'hui, parce que pour une question de profitabilité aussi de l'entreprise au global, il faut aller vers des smartphones premium, puisque c'est là que se fait la valeur sur le marché. Je pense que vous l'avez déjà évoqué dans un tas d'autres émissions. Donc on se doit d'aller là pour pouvoir justement soutenir cette innovation. Et ce qui va nous distinguer, ce sont des partenariats du type partenariat avec Leica, qui va nous apporter un savoir-faire hardware au niveau de la photo, des lentilles. On utilise leur technologie. D'accord, donc c'est pas que du soft, c'est aussi du hardware. C'est leur lentille. Alors, si dans ce cas-là, on peut revenir même peut-être aux origines de Xiaomi, parce que c'est peut-être pas forcément toujours connu. Xiaomi, à l'origine, est une entreprise de software. Aussi bizarre que cela puisse paraître. C'est MyUI qui a été à l'origine de l'entreprise, donc l'interface pour produits Android, co-développée avec les Xiaomi Fan. Donc ça, c'est aussi une particularité de la marque qui est unique. Oui. Donc c'est-à-dire que les Xiaomi Fan, alors chinois, bien entendu, ont co-développé avec la R&D de Xiaomi l'interface. Et ça continue. Donc l'interface d'un smartphone sous Android. L'interface d'un smartphone sous Android. Ouais. Ensuite, la partie hardware et les smartphones sont arrivés. Donc en fait, le cœur d'origine de Xiaomi, c'est le software. Et ça, c'est aussi... D'où l'écosystème de produits. Oui, c'est ça. On voit Parce aussi, qu'on parle de parce que- smartphone, mais Exactement. vous avez des trottinettes, vous avez des sticks télé, enfin... Brosse à dents, plein de... Enfin, et en Chine, alors là, il y a toute une gamme Il y de a plus de produits. 3000 références. C'est incroyable. En Chine, il y en a un peu Des moins que ça en projecteurs, France. enfin. Alors il y a de tout. Et ça fait partie justement de la proposition unique de Xiaomi. Et c'est ce qui fait aussi notre succès et notre position sur le marché français aujourd'hui. C'est de pouvoir avoir à la fois des smartphones, tout cet univers d'IoT, d'objets connectés, tout ça connecté à une seule application. C'est ultra simple en fait, puisque toute la partie soft a été vraiment pensée depuis l'origine. Et puis alors là, ensuite, on peut étendre et on peut parler des cyberdogs, des humanoïdes, qui sont des produits de recherche pure pour Xiaomi, donc oui. toujours dans l'innovation. Donc là, c'est de la recherche pure, ce pas des produits à commercialiser aujourd'hui, mais c'est des produits qui vont nous permettre de penser peut-être demain à des perspectives comme la livraison du dernier kilomètre, l'aide à la personne, sur des plans plus industriels, de se parler de l'usine du futur, l'usine 100% autonome. Donc il y a ces projets-là aussi, puisqu'en termes de R&D, Xiaomi, c'est 15 milliards d'investissements qui vont être consentis sur les 5 prochaines années. Donc c'est des investissements lourds. Et on va aller jusqu'à la voiture électrique qui a été annoncée et destinée au marché chinois. Donc l'innovation, elle est là. Et c'est ce qui fait la position unique de Xiaomi. Guillaume, un mot sur les nouveautés. Vous êtes venu avec 2 smartphones. Alors évidemment, il y a toute une gamme. Hein. Là, on va parler des 13 Pro, 13 Ultra, qui sont ici, avec un accessoire étonnant sur ce smartphone, qui le transforme en fait, en termes de prise en main, à un appareil photo numérique traditionnel. Exactement, ça fait partie justement de ces expériences que nous menons avec le partenaire Leica. Donc ça, c'est le Xiaomi 13 Ultra, sorti en milieu de cette année. Je peux le faire passer. Et oui, et donc vous voyez qu'il a une espèce de prise grille, en main, une enfin, poignée. Une poignée. Une poignée, en quelque comme sur sorte. un appareil photo traditionnel, puisque c'est là aussi où on peut se distinguer Voilà, c'est bien. et apporter de l'innovation. Alors, bien entendu, tout ce kit peut se retirer pour utiliser le smartphone de manière plus classique et standard. Hein. Mais ce type de positionnement autour de la photo,
Nous pensons qu'en tout cas, ça nous crée une légitimité, en plus du développement hardware apporté par Leica. La partie software que nous développons aussi, puisque tu le disais aussi tout à l'heure, Raphaël, l'IA, la puissance en tout cas aujourd'hui, elle est plus tant là pour surfer sur Internet, elle est là pour apporter des fonctionnalités d'amélioration, de traitement de l'image ultra puissant, du HDR, de la retouche aussi, évidemment. Donc c'est tout ça combiné qui fait qu'on peut avoir une position unique et en sortant des produits qui sont avec la volonté d'être le meilleur en termes de photos aujourd'hui, parce que la concurrence est dure hein, quand même. Clairement, c'est notre volonté, et d'où encore une fois ce partenariat. Sur les couleurs, il y a un parti pris, parce que c'est vrai que souvent, j'ai remarqué que les marques asiatiques ont un goût aussi pour des couleurs qui sont très vives. Ils le revendiquent d'ailleurs souvent. Est-ce que là, il y a un parti pris sur les couleurs? Par exemple, chez Apple ou chez Google, on dit non, on préfère nous des couleurs peut-être un peu plus naturelles. Est-ce qu'il y a des configurations différentes d'ailleurs pour la Chine ou pour l'Europe? Est-ce qu'il y a un parti pris en particulier sur Alors, les couleurs produits dont on se parle ici et que vous pouvez trouver sur le marché français, ils sont uniquement destinés à l'international. Ils peuvent avoir des homologues, j'ai envie de dire, en Chine. Donc, c'est pas forcément les mêmes configurations. C'est pas forcément exactement la même D'accord. configuration. En ce qui concerne les couleurs, je suis pas sûr qu'on soit et qu'on fonctionne de manière très différente de nos concurrents, puisque ce sont surtout des études, c'est pas des goûts personnels qui sont faits. Les studios de recherche et de design en termes de couleurs travaillent plutôt sur qu'est-ce qui plaît aujourd'hui, quelles vont être les couleurs. Mais il y avait un parti pris il y a quelques années de Xiaomi avec laquelle on avait échangé sur ces questions des couleurs, qui disait donc ça a évolué maintenant. Ça évolue, alors d'accord. Peut-être effectivement qu'il y a quelque temps, l'entreprise jeune, encore une fois, avec aussi des staffs plus jeunes, pouvait porter et voulait peut-être paraître un petit peu plus différent sur le marché, ce qui, encore une fois, nous a réussi, puisque en termes de notoriété en France, c'est 90% des Français qui connaissent la marque Xiaomi, encore une fois, en 5 ans. C'est performance assez remarquable. Donc tout ceci a pu y contribuer. Aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une professionnalisation de notre siège, de la R&D, et on travaille aussi sur des choses... La maturité. Plus naturelles, exactement. Mais ça n'empêche pas d'avoir quand même quelques couleurs, comme là, le Xiaomi 13 Ultra qui est vert, ou notre nouveau Xiaomi 13T Pro, qui lui a une couleur bleue avec son dos en cuir vegan. On recherche toujours tout de même des nouveautés en termes de matière, de texture. Mais on travaille, je pense, de la même façon que les cadors de l'industrie aujourd'hui. Voilà, donc le troisième constructeur de smartphones, en tout cas le vendeur de smartphones en France, hein, c'est Xiaomi. Merci beaucoup Guillaume Berlemont, directeur marketing. Merci à Raphaël Grabli. Merci à toi. Rédacteur en chef adjoint chez Tech & Co. Et puis merci à Séraphin Bette, aussi journaliste à Tech & Co. pour ce premier tour de la question dédié au smartphone. Beaucoup d'autres vous attendent sur notre plateforme, sur la chaîne Tech & Co, bien sûr, disponible sur les box et sur YouTube aussi. À très vite.